Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue dans le 18-30 comme chaque mardi. Place à votre boîte à idées, une grosse boîte cette semaine même, puisque dans laquelle on pourrait vivre ou travailler. Ce soir, on vous parle éco-construction et vous allez voir que dans ce secteur, les idées poussent comme des champignons. Illustration avec notre rubrique Le Monde d'après, signée cette semaine Stéphanie Bousquet et Laurence Beaufet. Nous continuons d'explorer les tendances qui feront le monde de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse au boom de l'éco-construction, un boom largement lié à la nouvelle réglementation énergétique qui sera en vigueur dès le 1er juillet. Ici à Muret, par exemple, ce centre de santé naturelle a été inauguré il y a 2 ans, 768 mètres carrés de bâtiments 100% écologiques. Dans ce centre de soins, tout a été pensé en termes d'économie d'énergie. Les murs, les bardages sont en ossature bois, les soubassements en béton cellulaire. Les isolants et matériaux sont naturels ou biosourcés. Un projet 100% écologique mené par la société coopérative Ecozimut. La température qui vient du sol, si je comprends bien, est à 20 degrés. Ici, elle a même installé une pompe à chaleur géothermique qui régule la température des bâtiments. Eliane Latour a fondé cette scope spécialisée dans l'éco-construction. On a 5 forages qui descendent à plusieurs centaines de mètres dans le sol et qui viennent récupérer de l'eau qui a une température constante quasiment toute l'année et qui viennent donc alimenter une pompe à chaleur avec un coefficient de performance très élevé, ce qui fait que les factures de chauffage et de rafraîchissement sont très faibles. De très hautes performances énergétiques obtenues grâce à un investissement total de 1,5 million d'euros, soit 1 953 € le prix du mètre carré. Confort, économie, Claude Maury n'y a vu que des avantages. Aujourd'hui, un BBC, en gros, il faut qu'il soit inférieur à 46 kWh par an par mètre carré. Et nous sommes à 36. Donc on a fait presque un tiers de mieux qu'un BBC. Voilà, donc on est très satisfait. En plus de ces baisses de consommation d'énergie, la nouvelle réglementation énergétique, la RE 2020, va imposer dès le 1er juillet de limiter aussi l'impact carbone global des constructions. Dans son laboratoire, Ecozimut accélère la recherche sur de nouveaux isolants naturels, à base de chanvre et de terre par exemple. Les matériaux, pour qu'ils soient à faible émission carbone, il faut qu'ils soient le moins transformés possible et le plus locaux possible. Aujourd'hui, on travaille sur du chanvre, demain, ça sera peut-être sur des algues, sur de la tige de tournesol, sur de la rafle de maïs. Il y a plusieurs possibilités. Et les industriels, eux, j'espère qu'ils vont aussi s'adapter à la production locale et faire avec ce qu'ils ont autour de leurs usines. L'engouement pour l'éco-construction est tel que Ecozimut accueille depuis 1 an dans ses locaux une toute nouvelle société coopérative. La Scope House Self est exclusivement consacrée aux maisons individuelles écologiques. Donc en fait, tu as la dalle qui va être en contact direct avec le sol, avec une isolation en béton de chanvre sur le dessus. Construction, rénovation, ces 2 ingénieurs sont spécialisés dans l'habitat économe. Il faut compter en moyenne 2 200 € le prix du mètre carré à la construction, soit 20% de plus qu'une maison classique. Un effort financier qui n'effraie plus les particuliers, surtout depuis le début de la pandémie, comme le constate Raphaël Oria de Houself. L'éco-construction bénéficie un petit peu de cette évolution des mentalités, puisque les gens sont allés un petit peu plus à l'essentiel et ont pris conscience surtout de l'impact qu'avait du coup la société humaine sur l'environnement. Le but, c'est quand même de faire baisser notre impact sur la Terre via nos modes de vie, et ça passe bien sûr par notre logement. En conclusion, l'éco-construction a connu une croissance de 20% ces 3 dernières années. Un pourcentage qui risque fort de s'envoler avec la nouvelle réglementation énergétique qui sera en vigueur cet été. Alors on va en reparler en seconde partie d'émission de cette future réglementation énergie qui a été repoussée au 1er janvier 2022. Mais tout d'abord, posons les fondations avec nos invités. Ilona Pior, bonsoir. Vous êtes la directrice d'Envirobat Occitanie, c'est un centre de ressources pour les acteurs de la construction durable. Également avec nous, Geoffrey Van Nuvel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller à Info Énergie Rénove Occitanie. Pour faire simple, vous œuvrez à la rénovation énergétique des logements privés. Où en est le secteur des constructions ou bâtiments écologiques actuellement? Est-ce que ça se démocratise, Ilona Pior?
Alors oui, je dirais effectivement que ça se démocratise et cela depuis un moment. Il faut savoir que cette réglementation, non pas énergétique mais environnementale, Environnementale. on a bien le volet énergie et le volet carbone, elle s'est pas fabriquée du jour au lendemain. Il y a eu toute une expérimentation qui s'est étalée sur les 2 années précédentes où tous les acteurs, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, tous les acteurs de la filière ont pu contribuer à la mise en place de cette réglementation à travers les projets qu'ils mènent. Aujourd'hui, en Occitanie, on a une dynamique de la même manière que sur d'autres régions qui est effectivement très, très forte. Nous, Envirobat Occitanie, par ailleurs, nous accompagnons des maîtres d'ouvrage, publics, privés, avec une démarche bâtiment durable Occitanie qui préfigure en quelque sorte cette réglementation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 120 bâtiments qui sont accompagnés dans le cadre de cette démarche. Et il y en a bien davantage en réalité. Alors on l'a vu, le coût est plus cher, hein, évidemment, mais on peut se rattraper quand même au niveau de l'énergie. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens qui nous regardent ce soir. Tout à fait. Le fait de partir sur des matériaux renouvelables va nous permettre d'avoir, en plus d'un bon confort, par exemple sur de l'isolation en hiver, va nous apporter aussi beaucoup de confort d'été. Ce qui va, par exemple, éviter sur un logement d'un particulier d'installer une climatisation qui nous fera faire des consommations supplémentaires en période estivale. Donc là, on a des étés de plus en plus chauds et on peut voir que typiquement ce type d'équipement va nous apporter une sobriété énergétique qui est toujours la bienvenue. Et qui va faire gagner évidemment ou rattraper plutôt le prix de la construction. On l'a vu dans le reportage, il y a aussi finalement de plus en plus de gens ou de techniciens pour conseiller aussi, ça c'est important. Oui, absolument. Vous avez vraiment un formidable réseau d'acteurs professionnels en région qui est organisé à tous les niveaux, que ce soit à l'étape de la conception, hein, les bureaux d'études, les architectes, essentiels pour faire un projet de qualité et performant, mais aussi toutes les entreprises de réalisation et les artisans. D'ailleurs, vous retrouvez l'ensemble de ces acteurs à travers le réseau qu'Envirobat Occitanie anime. Est-ce que les collectivités territoriales, l'État donnent l'exemple sur leur propre réalisation ? Alors typiquement, nous, au conseil départemental de la Haute-Garonne, sur l'ensemble des collèges qui sont construits, on fait uniquement des collèges à énergie positive. Et en essayant de rentrer au maximum, effectivement, cette notion biosourcée au niveau des matériaux utilisés. Donc c'est vraiment une démarche qu'on va avoir sur tous les nouveaux bâtiments qui sont en train d'être construits. Je peux peut-être vous citer quelques exemples que j'ai aussi en tête. Vous avez par exemple, bien sûr, plusieurs collèges qui sont tout à fait exemplaires. Le conseil départemental a plusieurs projets. Nous avons aussi dans le conseil départemental de Nîmes, alors c'est pas Nîmes, c'est le Gard, voilà, merci, avec son collège sur la commune de Rémoulins qui a utilisé par exemple la balderie. Donc on est vraiment sur une filière biosourcée tout à fait locale. Vous avez également plusieurs groupes scolaires, comme le groupe scolaire Barigoud qui est porté par la ville de Toulouse, qui va se faire à base d'ossature bois et de paille, ou un autre qui va le groupe scolaire en Aveyron qui va utiliser du bois issu de la filière Massif Central. Donc on est à la fois sur du biosourcé et du local, ce qui est tout à fait intéressant d'un point de vue carbone. Alors, on l'a dit en introduction, hein, une nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Alors, que dit-elle exactement et quel rapport entre son développement et celui de l'éco-construction ? On regarde l'info en face, signée ce soir Karine Pellat. Cette nouvelle réglementation a 3 objectifs. Dépenser moins d'énergie et donc d'argent pour chauffer, éclairer et ventiler nos logements. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nous adapter au changement climatique. Une révolution. RE 2020, c'est son petit nom. Elle ne concerne que les constructions neuves. Nos logements devront donc désormais être moins énergivores, moins de 30% précisément par rapport à aujourd'hui. Un nouvel indicateur de performance énergétique va d'ailleurs faire son apparition, le P-Bio. C'est lui qui nous permettra de savoir si un logement est énergivore ou pas. Nous allons devoir également réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la fin annoncée du gaz et du fioul pour 2024. Mais alors, comment allons-nous nous chauffer ? Avec les énergies renouvelables, bien sûr. Poêle à bois, pompe à chaleur, panneaux solaires et un tout petit peu d'électricité. Et pour finir, notre confort sera désormais pris en compte pour faire face aux épisodes de canicule qui devraient se multiplier. L'été, nos logements ne devront pas dépasser une certaine température. Bref, avec des bâtiments plus responsables,
nous allons vers une forme de sobriété énergétique. Geoffrey Van Nuvel, elle va nous faire vraiment passer un cap, cette réglementation? Aujourd'hui, on est sur des habitudes, effectivement, de bâtiments qui ne s'intéressent pas forcément à l'impact carbone qu'on a pu mettre pour sa construction et son usage. Là, on va vraiment passer un cap en analysant finalement le cycle de vie de l'ensemble des produits qui vont être utilisés pour la construction de ces bâtiments. Et effectivement, ça va être un impact sur l'environnement qui risque d'être non négligeable. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, le gros de l'effort est quand même apporté sur la rénovation des bâtiments anciens, qui correspond à un parc de logements qui est énorme. Oui, c'est vrai, on les a vus se multiplier, hein, ces rénovations, notamment sur les HLM, notamment. C'est quelque chose, ça, qui va rentrer aussi dans les mœurs maintenant. Parce que là, on parle du neuf, hein, mais l'ancien aussi, il y a du... Oui, Geoffrey l'a tout à fait dit. Hein. L'enjeu, il est surtout sur le parc existant. Hein, si on veut atteindre la neutralité carbone à 2050, bien sûr, il faut s'occuper des bâtiments neufs, mais l'essentiel de l'effort est apporté sur l'existant, avec d'ailleurs tout un panel d'aides qui sont aujourd'hui disponibles pour les maîtres d'ouvrage, particuliers ou les collectivités. Est-ce qu'on peut les clarifier peut-être aussi un peu, ces aides, non? Parce qu'aujourd'hui, le particulier, parfois, est un peu perdu, hein. Oui. La difficulté qu'on va avoir sur les aides financières, c'est qu'elles dépendent en partie des ressources des ménages et des travaux qui vont être réalisés. C'est-à-dire que plus un ménage effectivement a des ressources modestes, plus il va être aidé pour ses travaux d'économie d'énergie, et plus le particulier fait un bouquet de travaux importants permettant d'atteindre un gain énergétique important, plus également il va être aidé à ce niveau-là. Alors on est sur de l'encouragement là encore, mais est-ce que, sans parler j'allais dire d'écologie punitive, mais la réglementation peut être amenée encore à se durcir ou pas? De toute cette réglementation, qu'elle soit sur le neuf, notamment sur le neuf, évolue régulièrement. La dernière date de 2012, là c'est la RE 2020 qui va être mise en œuvre en 2022. Sur la partie tertiaire, on a déjà le décret économie éco-énergie qui est sorti sur la rénovation des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² qui sont quand même avec des ambitions assez fortes. Et effectivement, de toute façon, nous n'avons pas le choix si nous souhaitons tenir nos engagements. Merci à vous deux, hein. Vous restez avec nous, on va continuer le débat évidemment, mais dans quelques instants, nos téléspectateurs de Quercy-Rouergue, du Gard, du Tarn, mais aussi des Pyrénées-Orientales ont rendez-vous avec leurs journaux de proximité. Quant à nous, dans quelques instants, vous allez voir, on va à nouveau parler éco-construction avec des innovations plutôt spectaculaires, même si certaines datent déjà d'il y a quelques années. À tout de suite. Bonsoir ou rebonsoir, on poursuit notre débat sur les bâtisses écologiques du futur et c'est déjà demain avec vous Stéphanie Bousquet qui nous rejoignait, bonsoir. Bonsoir. Alors on va faire le tour du propriétaire des constructions les plus avant-gardistes déjà érigées dans notre région. Et oui Patrick, et ce que l'on peut dire, c'est que les bâtisses écologiques ne datent pas d'hier. Intéressons-nous tout d'abord à cette construction d'avant-garde apparue à la fin des années 80. La fameuse Dôme Espace ou Maison Ronde. On découvre un exemple filmé ici en Bretagne. C'est là-bas qu'est né ce concept il y a 30 ans. Alors, le principe est simple, construction en bois, économe en énergie avec des matériaux biosourcés et durables. Elle tourne avec le soleil pour optimiser ses performances énergétiques. Ce cocon lumineux et chaleureux a fait des émules. 250 constructions en dôme existent en France, dont une dans le Gers. On va la découvrir dans quelques instants. Le siège social de l'entreprise EcoCert à L'Isle-Jourdain est en effet une maison ronde. La voici. Il faut compter au moins 320 000 € pour un modèle rotatif de 150 m². Geoffrey Van Nuvel, ce type de maison, c'était vraiment économe en énergie? Oui, on est vraiment sur une maison qui va profiter au maximum des apports du soleil pour maximiser la chaleur gratuite qu'on va pouvoir avoir et limiter du coup les consommations énergétiques en chauffage. Après, derrière, il va falloir effectivement travailler sur une isolation qui va être performante à ce niveau-là. Sinon, le soleil va avoir un peu un effet inverse, notamment l'été. Alors, on vient de voir le Dôme Espace, hein, Stéphanie, mais il y a désormais, entre guillemets, plus accessible et moins expérimental comme habitat écologique, non? Et oui, Patrick, un concept plus populaire car moins cher. La maison
container. De l'extérieur, on le voit, elle ressemble à une maison classique. Ces images ont été filmées chez un particulier à Aspirant dans l'Hérault. Il aura fallu 5 containers recyclés pour construire une superficie de 120 mètres carrés. Alors vous savez Patrick, 700 millions de containers seraient en circulation sur les eaux terrestres. Leur durée de vie est limitée à 14 ans. Alain Kresianowski, aujourd'hui très grand fabricant de maisons containers basé à Béziers en France, a décidé de les recycler. L'idée lui est venue il y a 10 ans sur le port de Marseille après le terrible tremblement de terre en Haïti. Écoutons-le. J'étais devant un container comme ici et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut. Ça parce que c'est une boîte en métal, il ne risque pas de tomber quoi que ce soit dedans, il ne risque pas d'y arriver quoi que ce soit et puis ça transporte des tonnes et des tonnes sur toutes les mers. Sachant qu'en plus, pour moi je dis durablement parce que le container, pour moi et pour beaucoup je pense, c'est un déchet de la mondialisation et qu'il est temps de recycler aujourd'hui plutôt que de continuer à produire. Et le gros atout de ces constructions containers, c'est bien sûr le coût, car il est imbattable. À Faugères, par exemple, dans l'Hérault, la municipalité finit de construire une école et sa mairie en container. Elle a déjà réalisé plus de 400 000 € d'économies. On va encore plus loin dans ces constructions du futur économe, avec vous, Stéphanie, avec la tiny house. Oui, la tiny house, cela signifie maison minuscule ou toute petite maison, proposée par l'association tarn-et-garonnaise Aviada. Vous la voyez ici installée à Albefeuille-Lagarde en découverte. Elle fait 16 mètres carrés, Patrick, à peine au sol, 16 mètres carrés habitables et transportables. Une maison modulaire écologique autonome en bois avec une faible empreinte carbone de 32 000 € à peine. Son usage pourrait intéresser les collectivités locales pour loger les plus démunis face au manque de logement. Alors, seul bémol de cette construction solidaire du futur, trouver le foncier pour l'implanter et convaincre les populations d'y vivre. Alors justement, c'est facile de convaincre à la fois les populations et les élus ou pas, Ilona Pior? Alors, je pense qu'on est vraiment sur une tendance, sur une prise de conscience actuellement, notamment de la part des élus, qui d'ailleurs nous sollicitent, nous, les organismes de conseil, de plus en plus pour pouvoir les accompagner dans ce chemin qui n'est pas forcément très lisible pour eux en termes d'acteurs qui savent faire, en termes de savoir-faire, en termes d'aide disponible. Et donc, heureusement, il y a un réseau de conseils qui est quand même bien structuré en région et qui leur permet finalement de voir aboutir leurs projets. Et la population, elle ? La population, évidemment, est également dans cette prise de conscience, je dirais de manière peut-être un peu plus timorée en comparaison de ce que l'on peut ressentir de la part des élus, mais toutefois avec une appétence pour des produits comme la ouate de cellulose, l'ossature bois. Ce sont des produits biosourcés, effectivement, dont on entend de plus en plus parler. Un exemple, tiens, pour terminer, il nous reste 30 ou 40 secondes. Cette tour Occitanie, par exemple, dont on nous parle à Toulouse, on nous dit, bon, nous on a l'image du gratte-ciel, ça reste quelque chose qui peut être écologique, ça ou pas? À partir du moment où effectivement on a travaillé sur une analyse de cycle de vie du bâtiment qui va nous permettre de travailler avec des matériaux locaux et biosourcés, effectivement on sera sur un bâtiment qui pourra être économe et peu émetteur en gaz à effet de serre, donc plutôt bon pour l'environnement. Merci à vous trois. Merci Stéphanie de nous avoir fait envie ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Chacun y trouvera son compte. Merci à vous de nous avoir délivré votre expertise sur ces éco-constructions. On l'a bien compris, c'est notre futur. Et quant à vous, votre futur immédiat, eh bien, c'est la météo régionale et vos éditions d'information. Demain à 18h30, vous retrouvez Anne-Sophie Mandroux. Elle se demandera pourquoi autant de baleines s'échouent sur nos côtes en ce moment. D'ici là, passez une bonne soirée sur France 3.